Eh bien, salut à tous, bienvenue. On est en live sur YouTube. Donc, avant c'était sur Twitch, maintenant sur YouTube. Donc, bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler plus de l'actualité globale dans le domaine des crypto-monnaies et du marché et de la macroéconomie. Alors, du coup, je vais expliquer pourquoi on en est là avec un marché qui est compliqué. Et je vais surtout et principalement vous parler de macro. C'est-à-dire qu'est-ce qui se passe autour de nous et pourquoi on en est là aujourd'hui. Et où est-ce qu'on pourrait aller dans un avenir assez proche. Hop. Donc, je veux commencer par ce qui arrive assez rapidement. Les prochaines choses qui vont arriver, c'est les élections mi-mandat qui auront lieu le 8 novembre. Donc au moment où je poste la vidéo, on sera déjà peut-être le 8 novembre ou peut-être même un petit peu après. Il y aura aussi la publication de l'indice des prix à la consommation. Donc vous savez, ça c'est le IPC. Donc là, et après, il y aura le jour américain férié le 11 novembre. Et c'est le 11 novembre, c'est férié chez nous aussi, c'est armistice. Je vais pas plus loin que ça dans cet article-là, parce qu'après c'est bidon, c'est des graphiques qui... Je suis même pas d'accord avec ce qu'il y a écrit, mais voilà, il y a des choses qui arrivent, il risque de se passer d'autres choses. Avant de tweeter ça, il a dû y réfléchir à 2 fois, donc je le considère. Peut-être. Salut Extasic, salut à toi. Aucun des deux persos, si ça sert à vrai, ils auraient bloqué les withdraw. Ouais, bah ouais, c'est vrai. Mais à un moment, ils étaient bloqués, les withdraw. C'est pour ça que c'était chaud. Et en fait, ils étaient bloqués, mais en fait, c'était une mise à jour technique. Enfin bref, ça a été débloqué après. Et on voit des centaines de millions arriver pour assumer les gens qui débloquent les fonds. Enfin, c'est un truc de fou. En fait, c'est un petit tsunami, mais au final, c'est surtout de la de la communication. Donc, moi, je vais vous parler un petit peu du marché des crypto-monnaies et des prix. Parce que ça fait longtemps que je ne suis pas venu un peu vous parler ni sur Twitch, ni sur YouTube. Donc, je le fais avec grand plaisir. Je vais vous parler en ce moment dans un couloir depuis le mois de juin. On est dans une traversée du désert incroyable. Et c'est vrai que il se passe pas grand chose et toute action est punitive pour le portefeuille. Donc, tout ce que vous faites, ça fait perdre de l'argent. Et moi pareil. Donc ce que je veux voir avec vous, c'est que je veux vous dire en préambule, c'est que on savait déjà qu'il y allait avoir un bear market. Évidemment, quand les prix vont dans des prix qui sont très élevés, on s'attendait à un bear market, mais on ne savait pas quand ni comment. Et surtout, ce qui change tout avec un bear market type traditionnel, comme on avait eu en 2017, 2018, jusqu'à même 2019, c'est que là, celui-ci, en fait, le marché a grossi. Déjà, c'est plus le même marché, mais celui-ci, il est accompagné des difficultés dans l'économie traditionnelle. Et ce que je veux vous dire en premier, c'est que le marché des crypto-monnaies je vous l'avais déjà dit, ça, je pense, il y a quelques mois, mais le marché des crypto-monnaies de la blockchain n'a jamais connu, jamais depuis sa création, de restrictions monétaires. Okay, ça veut dire que le BTC, depuis sa création, depuis toujours, et après tout, par dérivé toutes les autres cryptos, a toujours navigué dans des temps d'accommodation financière, c'est-à-dire dans des temps où on imprime des billets, on lâche de la monnaie, on achète massivement des bonds ou d'autres types d'actifs. Et donc, il y a toujours un afflux, depuis la création des crypto-monnaies, d'un afflux de liquidités qui est sans cesse. Et là, on commence à avoir une inversion où on est dans une situation de restriction monétaire. Ça veut dire que l'argent arrive moins facilement qu'avant. Donc alors, peut-être que ça n'a aucun effet sur le marché des cryptos, peut-être que ça a un effet. Ça, c'est vous qui ferez votre tambouille pour savoir quelle est la vérité, entre guillemets, bien qu'il n'y ait aucune vérité. La vérité elle appartient à chacun. Ce que je veux vous dire, c'est que on est en ce moment impacté principalement, comme vous avez pu le voir aux informations, par une hausse générale des prix. Et je ne parle pas des marchés financiers, je parle des
des biens de première nécessité et des biens communs de consommation. Donc la bouffe coûte plus cher, l'énergie coûte plus cher. En fait, je veux vous dire que, alors, très important, l'inflation en crypto et l'inflation en économie, c'est deux données qui sont totalement différentes. Parce qu'il y a des mélanges par rapport à ça aussi. Mais en fait, l'inflation en crypto, c'est quoi? C'est quand vous avez un jeton, par exemple le BTC, 21 millions de BTC au total. Vous savez qu'il y a 21 millions de BTC et que son taux d'inflation est marqué par le halving et qu'il libère des BTC à chaque bloc, etc. Ou sur l'ETH, c'est un autre mécanisme. Enfin, chaque crypto a son mécanisme, mais il y a une inflation. Et l'inflation, c'est l'augmentation du total supply. Ça, c'est en crypto. L'inflation en économie, c'est autre chose. C'est la hausse générale des prix. Ça veut dire que tous les prix augmentent. Alors, l'inflation, elle est en train... J'y viens, je vais vous montrer un graphique après. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... pourquoi il y a une inflation? En fait, il faut comprendre le truc de la base de base de base. Pourquoi il y a une inflation? Alors, si on écoute la télé, ils vont nous dire que l'inflation, c'est la guerre. Si on écoute d'autres personnes, ils pourront vous dire l'inflation, ça vient du Covid. Mais en fait, il faut toujours trouver un coupable. Ça, c'est... Que ça soit en France ou aux États-Unis, il faut toujours un coupable. Parce que la notion de bien et de mal, elle est très importante. C'est comme quand on veut nous emmener en guerre. Il y a toujours le camp du bien. C'est là où, donc, si vous écoutez votre dirigeant, que vous soyez réellement le gentil ou réellement le méchant, on vous dira toujours que vous êtes dans le bien. C'est normal, si on vous emmène en guerre, c'est pour aller contre le méchant. Et donc, il faut toujours trouver un coupable à l'inflation. La hausse des prix, ça vient de quelque chose. Si on écoute la télé, ça viendrait de la guerre. C'est en partie vrai. Moi, je serais d'avis de vous dire que c'est une somme de problèmes. Parce qu'en fait, il faut aussi voir que il y a de la monnaie qui a été imprimée, comme je vous disais, que les cryptos n'ont jamais connu un cycle de restriction monétaire. Mais en fait, ça fait des années et des années et des années que l'argent est imprimé massivement. Donc plus on imprime, plus vous mettez d'argent et de billets en circulation, plus l'argent est facile et que donc du coup les prix vont, tôt ou tard, vont augmenter. Et en fait, il y a eu une augmentation très forte depuis longtemps, et là on commence à en subir les conséquences qui viennent donc ça se présente par l'inflation, et donc ça vient principalement de l'augmentation de l'argent en circulation, mais pas que, parce qu'effectivement la guerre elle a aussi des impacts, puisque quand vous avez par exemple les tuyaux, les gazoducs qui se font attaquer, du coup on peut plus se faire livrer de gaz, donc il faut trouver rapido un autre exportateur. Quand il y a une grosse sécheresse aussi en Inde. Donc l'Inde est un gros producteur de blé, il me semble. Donc forcément, de blé et une autre matière, je sais plus laquelle, du coton je crois, un truc comme ça. Et vu qu'il y a une grosse sécheresse et il y avait un manque d'eau, en fait il y a une famine énorme et le prix aussi des céréales ont fortement augmenté. Donc il y a eu aussi le temps, il y a eu aussi les outils de production. L'impression, la guerre, la sécheresse. Les outils de production, quand je dis les outils de production, c'est qu'effectivement pendant le Covid, on était chez nous et on ne pouvait plus rien consommer. Donc en fait, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant le Covid, les prix de l'inflation ont baissé. Donc vous pouvez le voir dans ce graphique-là. Là, c'est le graphique aux États-Unis. Taux d'inflation quand les peuples ont été mis au repos. En fait, à ce moment-là, il y avait zéro inflation. C'est-à-dire que même les prix baissaient, puisque il y avait plein de produits à disposition, mais personne ne pouvait les acheter. Donc, loi de l'offre et de la demande, les prix ont fortement baissé, c'est normal. Sauf que, vu que pendant une période longue, et il y avait même, souvenez-vous, il y avait même le prix du pétrole qui était tombé en dessous de zéro, il y avait des bateaux sur la mer où personne ne voulait les acheter, et pourtant, aujourd'hui, les prix du pétrole ont explosé, enfin, ils sont redescendus un petit peu autour des 80 de mémoire, un truc comme ça, mais ils sont quand même assez élevés. Et en fait, le truc, c'est que quand on passe d'une période où il se passe rien, donc les outils de production s'arrêtent, et au moment où les gens veulent commencer à reconsommer, donc c'est-à-dire là, à partir de cette période-là, en fait, les prix ils réaugmentent parce qu'en fait, vu qu'ils ont arrêté tous les outils de production, pour relancer les outils de production, ça met un certain temps.
Pas parce qu'on relance les outils de production, mais ça met un certain temps, parce que les outils de production, il faut les alimenter avec des matières premières. Et les matières premières, par contre, pour relancer le pétrole, pour relancer les cargaisons de maïs, de machin, bah, ça demande du temps, tout simplement. Donc effectivement, il y a eu une hausse qui est très importante, aussi par rapport au Covid. Donc en fait, on peut pas dire l'inflation c'est que la guerre. L'inflation c'est une somme de problèmes qui sont la guerre, l'impression monétaire à mort, Jérôme Powell qui avait imprimé longtemps, les outils de production, le Covid, les sécheresses, et même certaines faillites bancaires comme on a pu voir qu'il fallait sauver en catastrophe avec le Crédit Suisse, Deutsche Bank, etc. Donc ça c'est la cause, inflation. Mais là on voit qu'en ce moment l'inflation commence à baisser. Donc ça veut dire que comme vous le savez, pour faire baisser les prix, il n'y a pas 36 solutions. Il n'y en a qu'une seule qui porte vraiment ses fruits, c'est que pour faire baisser les prix, il faut augmenter les taux d'intérêt. Donc c'est ce qu'ils ont fait aux États-Unis, c'est pour ça qu'à chaque fois ils vous disent ouais Jérôme Powell 0,75, oh, les marchés, la crypto et tout, on est grave impacté par ça. C'est pour ça que je vous parle de ça. Je vais lire quelques commentaires avant de continuer, parce que là je vous ai expliqué la cause, c'est l'inflation. Donc la cause, c'est l'inflation. La conséquence, c'est la hausse des taux. Et à la fin, faudrait voir quelle sera la conséquence de cette hausse des taux qui a lieu. Donc je vous lis un petit peu et puis après je continue. BNB, ETH, BTC, ça reste refuge. Ouais, c'est vrai. Matic et Atom aussi, c'est vrai aussi. L'inflation, c'est l'augmentation de la masse monétaire. Ouais. Pas que. L'inflation, des prix, c'est la conséquence. L'augmentation des prix, c'est la conséquence. Ouais, allez, si tu veux. D'où les marchés 2021, est-ce qu'ils vont arriver à maintenir sa valeur en bas, comme l'or et l'argent, en vendant de l'or sur les marchés qu'ils n'ont pas? Là, j'ai pas compris. L'or ne baisse pas, c'est le dollar qui monte. Exactement. Et qui fait cet effet sur l'or. Dès lors que l'USD baisse, l'or va remonter. C'est vrai. On devrait acheter de l'or et argent physique pour les mettre en faillite. C'est vrai. Mais je vais en parler de ça à la fin, de l'or et l'argent. Hello Nono, toujours très chaud sur le DOT. Ouais, j'en ai encore du DOT. Je trouve qu'en ce moment, avoir des tokens qui se stackent bien, c'est pas mal. Ça évite de se prendre la tête. C'est vrai aussi. Mais après, tu stacks, mais si tu te manges à moins 10, tu as perdu un an de stacking au final. On attend à chaque fois le Jérôme et ce qu'il annonce exact. Bulle sur tous les marchés qui éclatent. Ou vont éclater. Exact. Yo, je suis à la bourre. Salut Paul Nice. Bon, je continue. Donc je vous ai dit la cause. La cause de tous les problèmes, c'est le taux d'inflation. Pourquoi? Parce que quand tous les prix montent, en fait, il y a des gens qui ont du mal à tout simplement à remplir le caddie et tout. Donc il peut aussi y avoir une rébellion, etc. Et c'est surtout que quand il y a une inflation qui est très importante, les actifs des personnes qui possèdent beaucoup de choses, ça perd de la valeur naturellement. Et donc en fait, je vous l'avais aussi déjà dit, mais l'objectif numéro 1 de la Banque Centrale Européenne, et par extension de la Fed, etc., c'est de maintenir un taux d'intérêt qui est stable autour de 2%. Donc là, ça a dérapé, puisque en fait, il faut toujours rester autour de 2%, donc si on arrive à 3, c'est pas trop grave, 4 non plus, mais si ça dérape, là, ça devient grave, parce qu'en fait, c'est tout qui dérape. Donc le truc, c'est que ça a dérapé, le truc a dérapé, et là, si vous voulez, vous avez aux États-Unis, principalement, parce que ça se passe toujours là-bas en premier. C'est les plus rapides. Aux États-Unis, nous en Europe, on est un peu la traîne. Et je vous montrerai qu'en fait, quand eux, ils ont déjà une inversion de l'inflation, nous, on est encore en train de l'augmenter très fort. Et en fait, pour pouvoir régler ça, il faut appuyer avec les deux pieds sur le frein. Pour faire freiner l'inflation, ils doivent monter les taux d'intérêt. Et c'est ce que je veux vous montrer. Alors, avant de vous montrer les taux d'intérêt, je veux vous dire que faut pas non plus boire la soupe de TF1 le soir. Moi, je regarde les infos, mais faut pas boire tout ce qui est raconté. Parce qu'au final, nous, cette crise qui est en train de se passer, ok, ça fait peur, ok, c'est très grave pour les personnes qui ont peu de fonds, etc. Mais d'un point de vue global pour la France et pour l'industrie française, c'est pas si mauvais que ça, ce qui se passe pour la France. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand on avait 1 euro égale 1,30 ou même 1,05 €, quand 1 euro égale 1,5 $, en fait, la valeur de l'euro, et là je parle que pour la France,
elle était beaucoup trop chère. En fait, c'était pas bon pour la monnaie en France, elle devrait être plus basse que 1 euro égale 1,50 $. Et aujourd'hui, quand 1 euro vaut 1 dollar, pour la France, c'est bien. Quand je dis c'est bien, c'est-à-dire que en fait, du coup, ça permet d'exporter plus de choses. Donc c'est-à-dire qu'avec la même quantité, les étrangers, avec la même quantité de dollars, ils peuvent acheter 2 fois plus de produits. Donc ils peuvent vendre beaucoup plus. Nous, en France, on peut vendre beaucoup plus de produits pour avoir des devises. Et donc en fait, comme en France, contrairement aux autres pays d'Europe qu'on peut voir là, alors l'Allemagne est à part, mais en fait en France, on a une industrie qui est quand même importante. Alors elle est en destruction, ça c'est vrai, mais elle est quand même importante. Et c'est un peu ça qui nous sauve. Parce qu'en fait, en France, ils ont misé avant tout le monde sur les capacités d'énergie. Par exemple, je vous donne, en France, on a les champions industriels. Vous avez par exemple construit des TGV en France on a été les premiers à faire ça, on le fait toujours. Les avions, pareil. Et surtout l'énergie. Donc on a des grands champions, style Total, EDF, on a été les premiers en France à construire des réacteurs nucléaires. Et on les construit dans les autres pays. Donc en fait, on a une grande richesse au niveau énergétique, et peut-être que c'est aussi pour ça que, ok, on souffre, mais on souffre quand même moins que les autres. Parce que si on se compare, vous savez, c'est toujours le discours du... Quand on se regarde, on se désole, quand on se compare, on se console. Bah là, c'est ce qui se passe avec ce graphique-là. Donc je veux juste vous dire que faut pas flipper non plus, en France ça va, on s'en sort, c'est chaud, mais on s'en sort quand même assez bien. Et donc, ce que je veux vous dire, c'est que alors regardez par exemple, je vous donne aussi en Turquie, ils ont le taux, entre guillemets, officiel, qui est un taux d'inflation à 85%. Et encore, ils disent que ce taux-là, il est trafiqué et qu'il atteindrait 185% d'inflation. Donc là c'est plus de l'inflation, c'est de l'hyperinflation. Et ça, c'est très grave. Donc, ce que je veux vous dire, moi, c'est que faut pas flipper avec ça, parce que de toute façon, les problèmes qu'on a là, c'est des problèmes court terme. C'est-à-dire qu'on a un problème, ils vont régler le problème et ça va repartir correctement. Faut pas rentrer dans un truc de tout va s'envoler, etc. Parce qu'au final, ça serait pas la réalité, on va dire ça. Donc là, on est dans un truc court terme où c'est la merde, parce que en fait, ils sont en train d'appuyer sur les deux pieds avec le frein. Et en fait, ça a un impact sur les actifs à risque. Ça a aussi un impact sur les obligations. Okay, par exemple, quand vous avez sur le marché obligataire quand je dis obligataire, c'est le marché de la dette. Hein. La dette de la France, la dette des États-Unis, etc. En fait, vu que les taux augmentent, il y a une décorrélation directe entre les obligations et les taux. Donc si les taux montent, les obligations baissent. Si les taux baissent, le prix des obligations monte. Et ça, c'est mécanique, c'est obligatoire, c'est de la nature. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez une obligation, elle vaut 100 $, et vous l'avez souscrit à un taux de 2%, et que vous voulez la revendre sur le marché, et que les nouvelles obligations, elles sont à 4%, mais en fait, si vous l'avez acheté votre obligation à 2%, et que maintenant vous pouvez avoir du 4%, ben vous n'allez plus le vendre 100 $, vous allez le vendre 2 fois moins cher, donc c'est moins 50%, et le marché des obligations, c'est un marché qui pèse je crois que c'est l'un des plus gros marchés au monde, c'est le plus gros des marchés, c'est là où il y a le plus de monnaie. Mais, alors, certains agitent la flamme en vous disant, attention, c'est le plus gros des marchés, ils se prennent à moins 50%, tout va craquer, etc. Moi je dis, faites gaffe quand même avec ce type de raisonnement, parce qu'au final, les obligations, elles ont un terme. 95% des obligations, elles ont un terme. C'est-à-dire que quand vous souscrivez à une obligation, elle est sur 1 an, ou sur 5 ans, ou sur 10 ans. Mais à la fin, la réalité, c'est qu'à la fin, ils vous remboursent. Alors ok, ils vous remboursent 2% si vous avez souscrit 2%, et si vous aviez souscrit à 4%, bah, ils vous remboursent 4%. Mais si l'inflation, elle augmente, ok, vous perdez un petit peu. Mais au lieu de gagner 4%, vous allez gagner 2%. Mais vous n'allez pas vous prendre à moins 50% comme ce qu'on peut entendre. Donc en fait, le seul truc qui peut faire une grosse panique, c'est un bank run. Par exemple, si tout le monde a des assurances vie et que tout le monde veut sortir en perte, sur le marché des taux, des obligations, bah en fait là ça peut faire mal. Parce qu'à un moment, ils seront plus en mesure de pouvoir rembourser tout le monde, et là ça pourrait être dangereux. Mais in fine, de toute façon, les obligations, elles seront remboursées par l'émetteur. Et c'est valable pour les États et pour les entreprises aussi.
Donc moi je flipperai pas trop avec ça. Quelles sont les conséquences si on te dit oui ou non? Vous pensez que le bottom a eu lieu? Bah on y vient si tu veux. Et donc en fait ce système de hausse des taux, bah, en fait elle fait baisser mécaniquement les actifs risqués. Pourquoi? Parce qu'en fait quand vous achetez par exemple vous achetez une action Total, vous achetez du Total à 40 $. Total vous paye un dividende de 3% annuel, admettons. Donc ça veut dire que vous avez conservé une action Total pendant 1 an et elle vous paye du 3%. Sauf que Jérôme Powell, il a dit que les taux vont monter jusqu'à plus que 7%. Ça veut dire que en prenant beaucoup moins de risques, puisque vous achetez une obligation qui vous paye du 7% annuel, si vous achetez une obligation qui paye du 7% annuel, bah, au final vous prenez beaucoup moins de risques et vous êtes mieux payé qu'en ayant acheté une action Total. Donc mécaniquement, qu'est-ce qui se passe? Tout le monde vend les actifs à risque, donc actions, et maintenant les cryptos sont considérés comme des actifs à risque. Donc crypto, c'est pareil, sauf que les cryptos, elles ne payent pas de dividendes, mais elles peuvent payer du staking. C'est un peu différent. Ça, vous connaissez, je vous raconte pas la messe avec ça. Donc en fait, le truc, c'est que les actifs à risque, mécaniquement, ils baissent. Donc ça, encore, maintenant ça va, puisque maintenant le taux aux États-Unis seulement est en train de baisser. Mais j'aimerais vous attirer l'attention sur une chose, et j'aimerais vous montrer maintenant les taux qui ont eu lieu, donc les augmentations de taux qui ont eu lieu dans le passé, et leurs conséquences. Parce qu'en fait, c'est toujours en analysant le passé, on peut déterminer l'avenir. En gros. Donc en fait, tout ce que je vous ai dit, c'est positif. Moi, j'ai aucune crainte. Je sais que ça va durer qu'un temps. Par rapport à ça, j'ai aucune crainte. La seule crainte que j'ai, et qui, moi, me fait peur en ce moment, parce qu'au final, tout ce que je vous ai dit, les taux, tout ça, ça va se régler. Tout ça, c'est des mathématiques qui vont imprimer moins, faire un peu de restriction, etc. Mais en fait, le truc, moi, qui me fait peur, c'est ça. C'est l'augmentation des taux. Et j'aimerais vous montrer les fois où les taux ont été augmentés. Donc, je vous montre. Donc, les taux, ils ont été élevés ici. Donc là, on voit le moment où le taux est fortement monté et qu'est-ce qui s'est passé derrière. Ici, ils ont été élevés ici. Et ils ont été élevés, ici, il y a une grosse chute brutale, donc ici. Merde, elle n'est pas droite, ma flèche. Bon, c'est pas grave. Je vais pas y arriver. Alors. Punaise. Hop, voilà, ici. Et ici. Donc, à chaque fois qu'on est au top, alors nous, le seul truc, c'est qu'on ne sait pas quand est le top. Et là, dans le moment où on en est maintenant, les taux, ils sont à 4%. Donc là, ils nous les affichent à 3. En réalité, ils sont déjà beaucoup plus hauts que ça. En plus, là, c'est en log. Donc, il faudrait que je vous les mette comme ça. Voilà. Hop, voilà, que je vous les mette comme ça. Là, ils sont en normal. Ils ne sont pas en logarithmique. Parce qu'en logarithmique, on voit pas la même... En fait, c'est lissé. Donc, si je regarde à ces trois moments-là, moi, c'est ça qui me fait un peu peur, c'est que c'est l'augmentation des taux. Mais donc, quand on regarde à chaque fois que les taux ont été élevés, derrière, ils ont été obligés de les baisser. Donc, en fait, quand ils ont été élevés, si on regarde les dates, en bas, regardez en bas de l'écran les dates. Donc là, on est dans les années 2000. Donc les années 2000, c'est la crise d'Internet. Crise des années 2000, où il y avait des grosses valorisations de ouf, et tout a dégonflé, tout a explosé en cours de route. Là, la deuxième fois où les taux ont été très élevés, c'était en juillet 2017, le top. 2017, grosse crise des subprimes, tout a volé en éclats. Et la dernière fois qu'on a eu ça, c'était encore un peu plus petit, mais quand même, c'était en 2020, là on voit... Mars, là, c'est baissé. Ouais, fin 2019, 2020, mars 2020, c'est quoi? C'est le Covid. Covid-19. Donc à chaque fois, il y a un élément. Alors, Covid, c'était peut-être un élément isolé, qui est exogène, qui est venu de l'extérieur et qui a fait en sorte que ça s'est un peu ramassé. Mais en fait, à chaque fois qu'il y a eu des taux qui ont été très élevés, merci, so what? En fait, il y a eu derrière
un crash, si on peut dire. Ça veut pas dire que ça va arriver, hein. Je sais pas, moi, je peux pas déterminer ce qui va arriver à l'avance. Mais moi, donc je vous dis, moi, ma peur, c'est que si on regarde bien, à chaque fois, les taux, ils ont augmenté. Mais par exemple, là, pour arriver jusqu'à là, ils ont mis 98, 99, 2000, ils ont mis 2 ans pour être montés rapidement. Donc c'est rapide, 2 ans. Pour monter entre 2004 et 2007, il s'est passé 3 ans. Et là, en fait, maintenant, en moins d'un an, on est monté presque la même pente que tout ce qui s'est passé précédemment. Et en fait, le truc, c'est que j'ai peur des conséquences. Je sais pas, année 2000, je me souviens pas, honnêtement, j'étais né, mais je me souviens pas, ça m'intéressait pas en fait à l'époque. En 2007, je m'en souviens, mais j'avais pas encore analysé le truc. Et par contre, en mars Covid, là, je m'en souviens très bien. Donc en fait, j'ai pas assez de recul pour savoir comment ça pourrait se passer, mais ça me fait peur. Donc moi, c'est le seul truc qui me fait peur, parce qu'au final, l'histoire du bear market, en fait, il était déjà dans le narratif, même quand on était tout en haut, on se disait déjà, faudra à un moment qu'on se prépare pour le bear market et tout, sans savoir quand il allait être. Mais le truc, c'est que ça, on pouvait pas savoir qu'il y allait avoir un échauffement au niveau macroéconomique, c'est-à-dire au niveau de l'économie. Et ça, ça pourrait avoir une conséquence directe sur les actifs qui sont à risque. Et donc, tout à l'heure, quand il y a quelqu'un qui me disait dans le chat, ça pourrait être intéressant de passer sur du gold et tout, en fait, je suis d'accord avec ça. En fait, le gold, ça pourrait être, dans les moments où c'est un peu compliqué, ça se gère un peu comme une assurance. On ne prend pas de risque en achetant du gold, si vous voulez. Donc en fait, et ce qui m'interpelle, c'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps un article qui disait que les banques centrales et Vladimir Poutine, les pays en fait, les pays ils achètent en ce moment massivement de l'or, mais le truc c'est que on ne sait pas combien, et ça c'est opaque. Dans les cryptos on sait tout, mais dans les marchés qui sont opaques comme ça, donc en fait ça pourrait valoir le coup d'en avoir un petit peu. Si et seulement si il arrive quelque chose, peut-être qu'il arrivera rien, je ne peux pas savoir à l'avance, mais moi c'est ça qui me fait peur. Donc le gold ça peut être pas mal, et surtout que quand on a une augmentation de l'inflation et donc des taux d'intérêt, en fait ça fait monter le prix de la monnaie. Et c'est pour ça que en fait tous les actifs ont baissé, parce qu'ils sont libellés en dollars, mais si on regarde le BTC en dollars et comme vous le regardez en euros, en fait en euros il fait beaucoup moins peur que le BTC en dollars. Pourquoi ? Parce qu'en fait, quand vous avez le prix d'un actif, si le dollar monte, tout le reste baisse mécaniquement sans qu'il y ait eu aucune vente. Puisque si le dollar monte de 5%, tout le reste baisse de 5% sans qu'il y ait eu aucune vente. Donc c'est pour ça que c'est pas évident et tout ça. Donc à voir, là il y a un truc, alors il faut déterminer quand sera le top. Jérôme Powell, il a dit que les taux iront jusqu'aux alentours de 7%. Donc ça veut dire que ça nous emmènerait jusqu'à là. Alors on ne sait pas en combien de temps non plus. Hein. Peut-être que ça va prendre 6 mois, comme ça peut prendre 1 an ou 2. Mais il faudrait que ça prenne plus longtemps. Parce que là, la pente, elle est vraiment... Ça, on voit dans le passé, il y a eu des pentes élevées. Mais celle-ci, elle est quand même bien verticale. Et on va monter jusqu'à la flèche qui est là. Donc en plus, là, les dernières augmentations de taux, elles n'ont pas été appliquées. Donc là, on en est déjà ici. On en est ici. Et on va monter peut-être jusque là. Donc après, quand on sera là, qu'est-ce qui va se passer ? Je sais pas trop. Je sais pas trop et c'est la seule inquiétude que j'ai. Parce que sinon, tout le reste est ok. On sait que c'est juste passager. Que c'est pour un petit moment qu'on a ce ralentissement. Et il y a aussi quelque chose qui pourrait nous sauver, nous, dans le domaine des cryptos. C'est que le BTC reprenne pleinement son rôle. Et pleinement son rôle, c'est le rôle du tout va péter, donc les monnaies augmentent, le dollar vaut plus rien, les prix augmentent, etc. Donc le BTC peut être un actif refuge à ce moment-là, mais ça, aujourd'hui, c'est pas le cas. C'est-à-dire que aujourd'hui, les cryptos sont plus vus comme une innovation technologique, et c'est vrai, plus que comme un actif réserve de valeur. Il n'y a que BTC qui peut avoir ce rôle-là, et pour l'instant,
c'est pas vraiment ce qui se passe. Donc tout ça pour vous dire que voilà, on a pris un peu de recul, on sait maintenant qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui pourrait se passer, comment, pourquoi, et après c'est à chacun de jouer son risk management, qu'est-ce qu'il veut acheter ou pas. Donc moi je prends quand même quelques précautions. Le gold, ça m'intéresse. L'immobilier, seulement si... En plus, je vous l'avais dit que... Un truc que je vous avais dit en plus au mois de février, que ça pouvait valoir le coup d'emprunter pour faire du locatif, parce que les taux, ils valaient rien du tout. Ils étaient encore à 1,5%, un truc comme ça. Et là, je vous avais dit au mois de février, si vous avez des projets, faites-le maintenant, parce que les taux, ils sont à 1,5%, et là, on va avoir une augmentation rapide des taux d'intérêt. C'est exactement ce qui se passe, et au final, maintenant, pour faire un crédit, ça peut encore valoir le coup, mais bientôt, ça va être compliqué. Donc, on pourrait aussi avoir le prix de l'immobilier qui baisse. Donc, ma conclusion, ça serait de dire le cash is king, parce qu'au final, même si vous avez des euros ou des dollars qui se font défoncer par l'inflation, s'ils se font défoncer moins fort, et je resterai là-dessus, si vous avez des monnaies qui se font défoncer moins fort que tout le reste des autres actifs, au final, même s'il y a une inflation où vous faites grignoter un peu, au final, vous aurez quand même plus de choses à terme que maintenant. Et donc, en fait, faut bien gérer son truc, c'est pas évident. Hein, et peut-être qu'on est dans les plus bas, et peut-être qu'on va remonter, et peut-être qu'on va se redescendre. Mais en tout cas, s'il y a un truc à surveiller, c'est les conséquences des taux d'intérêt. Et ça, c'est le seul truc que moi, j'ai pas connu, sauf en 2007, et j'étais encore un peu jeune pour bien comprendre ce qui se passait. Mais il pourrait se passer quelque chose, et honnêtement, j'espère qu'il se passera rien. Et en tout cas, le BTC, lui, il est bloqué dans son couloir. Et il faudrait voir s'il arrive au moins jusqu'à 28 000, ça serait cool. Ou sinon, s'il se dirige plutôt dans les 15 000, et qu'est-ce qui pourrait se passer. Et prenez bien aussi en compte les événements, comme Mt. Gox, etc. Et surtout, il y a quand même des bons plans. Dans les cryptos, il faut juste essayer de jauger le bon truc au bon moment, au bon endroit. C'est pas évident, mais on y arrive quand même. Donc, j'espère que ça vous a plu. Si ça vous a plu sur YouTube, écoutez, mettez le petit pouce, je serai content. Je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir été dispo. Je mets fin à la vidéo.